La première vague, on l'a vu venir petit à petit. On était très fébrile, très inquiet parce qu'on ne connaissait pas. Et du coup, on était tout le temps un peu sur le qui-vive. Mais finalement, c'était encore assez bien géré. Puis après, il y a eu la deuxième vague. On arrive à 7h30, on fait un rapport, on prend en charge les patients. On travaille en 12 heures, de 7h de 7h en fait, pas 7h30, de 7h à 19h30. Normalement, sans Covid, on arrive à partir à l'heure. Disons qu'une journée normale, on va dire qu'il peut y avoir des imprévus, mais on va dire que c'est souvent, pour la plupart du temps, ça dépend le service encore, c'est gérable, les imprévus. Disons que moi, j'ai mis 6 ans à être infirmière, on va dire. On va dire qu'infirmière tout court, c'est 3 ans ou 4 ans. Mais après, pour y arriver, en fait, les petites pierres que tu dois poser pour y arriver, tu as bien, en tout cas, 6 ans d'études, on va dire. J'ai travaillé comme aide-soignante d'abord pendant 1 an. Ensuite, j'ai fait un apprentissage d'assistante en soins et santé communautaire avec une maturité professionnelle. Et puis ensuite, j'ai fait un bachelor 3 ans en soins infirmiers. Et voilà, je suis devenue infirmière, mais tu peux passer aussi par le gymnase. Tu peux faire le gymnase et ensuite tu dois faire une année préparatoire et ensuite faire les 3 ans de bachelor. Ce qui m'a poussée, c'est que ça mélange beaucoup de choses différentes. Ça mélange le fait de devoir avoir des skills pratiques, une réflexion. Tu es en contact avec l'être humain, donc tu dois tout le temps t'adapter. Donc ce côté d'adaptation, c'est super bien. C'est super bien. Et le fait que voilà, d'aider son prochain, ça te rend, t'as l'impression d'être utile. Et, euh, et voilà, c'était surtout ça. C'était un mélange de beaucoup de choses. Et le fait d'être infirmière, ça te permet de pouvoir faire énormément de choses, en fait. Tu peux devenir prof, tu peux faire de la politique, tu peux devenir directrice d'institution, tu peux devenir faire un doctorat, un master, clinicienne, ou juste rester infirmière. Tu peux te spécialiser, travailler dans l'humanitaire. Le patient est au milieu des soins, mais l'infirmière est au milieu de l'organisation de la journée du patient. Donc, en fait, tous les corps de métier, que ça va du médecin à l'aide-soignante, au physio, à l'ergo, à l'infirmière de liaison, à même la femme de ménage, tous ces corps de métier passent par nous pour pouvoir avoir accès aux patients. Donc, nous, on est vraiment le centre de toute cette organisation sur la journée. Par exemple, je vais commencer mes soins à 8 heures, le médecin va arriver à 8h30 pour faire la visite, pour parler du patient. Donc, je vais devoir organiser que le patient soit là pour voir le médecin, par exemple. Ensuite, le physio va arriver 10 minutes plus tard. Il a besoin de faire la physio avec le patient. Je vais devoir m'organiser avec lui pour voir si le patient peut être libre à ce moment-là ou libre à un autre moment. Ensuite, la femme de ménage va passer, va demander si elle peut passer nettoyer la chambre. Je peux lui dire oui ou non selon les soins qui vont être faits ou pas. Aussi les familles vont appeler, on va devoir leur donner des nouvelles, ou elles demandent à pouvoir parler aux patients, c'est possible ou c'est pas possible. Enfin, je veux dire, on est vraiment au centre de l'organisation du patient en fait. Je me verrais pas faire autre chose, mais aussi parce que je pense que, en tout cas moi personnellement, j'aime tellement mon métier malgré tout que voilà, je tiens n'importe, enfin enfin là, avec cette situation du Covid, par exemple, oui, c'est difficile, mais j'aime tellement mon métier et ce que je fais au quotidien, même s'il y a des moments difficiles et des moments de down, hein, ça c'est sûr, que je me verrais pas faire autre chose. Mais il faut savoir que la durée de vie d'une infirmière dans les soins, c'est entre 5 et 7 ans, je crois.
en Suisse. Donc après, ces infirmières se reconvertissent en autre chose, en moyenne. Hein. C'est pas toutes les infirmières, mais donc ça veut dire que le métier est difficile. C'est difficile d'y rester toute une vie, quoi, toute une carrière. Le fait, par exemple, les trucs un peu classiques, mais que ce soit des horaires jamais fixes, en 12 heures, par exemple, de jour, de nuit, en travaillant les week-ends, les jours fériés. Je pense que ça, c'est déjà une difficulté. Le fait d'être face à l'humain aussi, ça peut être très intéressant, ça peut être une qualité, mais ça peut être une difficulté aussi parce que on doit toujours s'adapter, littéralement toujours s'adapter. On est obligé, en fait, c'est notre travail. On est quand même au service pas d'un client, même si le patient, c'est quand même un client, on va dire. Donc, on peut pas se permettre on peut rarement se permettre, en fait, de se laisser submerger par exemple, la colère, la fatigue ou de la tristesse. Et ce qui le rend difficile aussi, c'est qu'on n'a finalement pas tant de reconnaissance que ça. Alors, on peut avoir de la reconnaissance de la part des patients, mais par exemple, on a peu de reconnaissance, voilà, par exemple, des médecins ou même de la politique et comme ça. Et je pense que pour certaines personnes, c'est difficile parce que on donne tellement dans ce métier de nous-mêmes, de notre personne, même si on reçoit, quand même aussi que des fois, on s'attend quand même à une petite reconnaissance qu'on n'a pas forcément. Et on donne énormément. Hein. Et les infirmières et infirmiers, c'est des gens qui, je pense, qui ne vieillissent pas forcément très très bien. Possiblement. J'ai pas de chiffres pour valider ça, mais on voit beaucoup d'infirmiers, d'infirmières qui ont mal au dos, qui ont voilà c'est prouvé d'ailleurs scientifiquement que les gens qui travaillent de nuit, les femmes qui travaillent de nuit, elles ont plus de chances de faire des cancers. Donc je pense que il y a beaucoup de listes de difficultés, on va dire. Mais c'est aussi un très très beau métier qui nous donne beaucoup aussi et puis qui est passionnant. Donc je pense que ça nous donne envie aussi de le faire malgré les difficultés. Mais on va avoir des journées aussi où, par exemple, on va commencer le matin où il y aura une infirmière qui manque. Donc, on va passer par, je sais pas, peut-être le désarroi, le désespoir, parce qu'on se dit comment on va faire notre journée. Donc, ça commence. Ensuite, on se dit, OK, bon, de toute façon, la journée doit être faite. Donc, let's go, on y va. Donc, tu vois, on se pousse un peu. Ensuite, on va être face à un patient. Donc, ça peut se passer de manière vraiment très différente selon le patient. Un patient, par exemple, qui est déjà de mauvaise humeur ou triste par rapport à sa condition, on va dire, à sa situation. Donc là, tu vas devoir t'adapter. Moi, je sais que j'utilise beaucoup l'humour, le côté positif, humoristique, pour comment dire, entrer en contact avec le patient. Parce que je pense qu'en général, ça fonctionne assez bien parce que bah, voilà, les gens voient une infirmière qui sourit, donc ils se détendent déjà un petit peu. Et puis, même si le patient est pas content, le fait voilà, d'être positive et puis d'un peu tourner certaines choses, pas à la dérision, mais à l'humour. Donc, de dire, j'ai pas d'exemple comme ça à donner, mais vraiment d'essayer voilà, de calmer la situation, de trouver un terrain d'entente avec cet outil-là, bah, ça fonctionne assez bien. Mais il y a aussi des moments, bah, voilà, il y a les patients, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Donc, tu peux, par exemple, tout d'un coup, je sais pas, être pas d'accord, en désaccord avec un médecin ou ton chef ou ta chef. Donc, tu passes par de la colère et ensuite, direct après, le patient sonne, tu dois aller vers lui et tu dois pas montrer cette colère. Tu dois aussi protéger tes collègues. Donc, par exemple, je sais pas, le patient est pas content d'un soin que la collègue a fourni pendant le shift de nuit. Bah, toi, tu vas devoir faire face à cette colère et ne pas casser ta collègue parce que ça ne se fait pas. Donc, tu vas essayer de voilà, trouver des compromis. Le plus important, c'est surtout de réussir à les souffler à la fin de la journée. Tu vois, de respirer un coup. Ben, moi, j'y arrive pas tous les jours, je pense. Ça dépend les périodes. Là, en cette période de Covid, honnêtement, c'est très difficile en fait de rentrer, de savoir que tu as 3 jours de congé et de vraiment couper du travail. Parce que tu as contact avec tes collègues qui travaillent, tu sais comment ça se passe, tu sais certaines choses qui se passent au travail.
Par exemple, tu as un groupe WhatsApp où les gens disent ah bah moi j'ai Covid, moi aussi j'ai Covid, etc. Alors que toi tu es à la maison, donc tu vois, tu sais très bien que s'il y a beaucoup d'infirmières qui ont le Covid, ça va être la merde dans le service pour trouver des gens. Euh, En temps normal, je dirais que bah, quand je rentre du travail, je sais pas, il y a un truc qui se fait, je switch, je respire un coup, je vais à pied en rentrant chez moi. Et puis voilà. Après, c'est la bulle chez moi. Donc, ce qui est cool en tant qu'infirmière, c'est quand tu finis le travail, il n'y a personne qui va t'appeler pour te dire hey, il faut que tu me rendes ce dossier, il faut que, je sais pas, que tu écrives encore cet article ou comme ça, tu vois. Ton travail, il est fini. Je parle aussi pas mal avec des gens qui m'entourent. Je pense, ça aide. Genre, de parler de certaines situations, puis juste, voilà, de les sortir. Alors, toujours en gardant le secret médical, évidemment, hein. Mais juste de les sortir et puis d'en rire parfois, d'être en colère, voilà, tu sors et ensuite, voilà, tu fais ta vie, quoi. Mais voilà, en cette période de Covid, c'est difficile parce que tu entends parler du Covid à la radio, tes potes te parlent du Covid, tout le monde te demande comment ça va à l'hôpital parce que tu es infirmière. Et ben, toi, tu t'inquiètes quand même pour tes collègues, pour ton service. Donc, tu vas peut-être demander des nouvelles ou tu vas en recevoir. Des moments qui vraiment me marquent, c'est quand je vois qu'il y a des personnes âgées, très âgées, qui sont opérées et qui finissent après l'opération, tu sais, complètement déboussolées, complètement à l'ouest, enfin, tu vois. Et que finalement, on n'a pas vraiment demandé. On a demandé à la personne, hein, il y a quelqu'un de la famille, tu vois, qui a dit oui, on est d'accord de l'opérer, c'est sûr, mais on ne demande pas l'avis, par exemple, aux infirmières pour ça, alors que nous, on reconnaît à 10 km souvent un patient chez qui on se dit, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de l'opérer, tu vois? Alors des fois, oui, hein, mais des fois, ben, tu vois, on pourrait aller un petit peu plus loin dans la discussion avec le patient, de savoir, ben voilà, oui, si on ne vous opère pas, ben, par exemple, votre cancer va se développer et puis vous allez mourir de votre cancer. Mais si on vous opère, ben, vous allez faire des états confusionnels, vous allez souffrir, tu vois, de douleurs, vous allez je sais pas, des fois, les personnes qui ont Alzheimer, tu vois, elles ont des grosses plaies, elles vont aller se gratter les plaies. Bah, tu te dis, est-ce que c'est pas, il y a plus de danger peut-être à l'opérer parce qu'il va s'infecter, toutes des choses comme ça, tu vois. Et ça, c'est un combat qu'on a souvent, qu'on est assez, pas inutile, mais on n'a pas beaucoup de poids là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu, mais bon, ça, c'est un autre débat encore, hein, mais ça, c'est des choses qui me touchent beaucoup parce que des fois, tu vois, je me dis, si c'était mon grand-père, est-ce que je voudrais qu'on l'opère, tu vois? C'est plus intéressant d'en discuter en équipe quand la situation survient, tu vois. Parce que tu peux pas faire un mode d'emploi, tu vois, de ça. Tu peux pas dire, dans cette situation, si le monsieur a tel âge, il a cette maladie, il a ce problème-là, et que nanana, alors on fait ça. Les gens te voient d'une certaine manière, je pense, comme n'importe quel métier, hein. Mais tu vois, là, on est dans le Covid et tout. Quand tu dis que tu es infirmière, ils sont là. Ah ouais, c'est dur, hein. Donc, tu as un peu ce rapport où, si tu veux, tu peux passer pour une victime assez facilement. Tu vois, de dire oui, c'est vrai que je suis fatiguée, c'est vrai que c'est difficile mon métier. Tu peux aussi passer pour une héroïne assez facilement, tu vois. Ouais, je travaille vraiment beaucoup, c'est difficile. Enfin, tu vois. Tu peux aussi être quelqu'un de normal et pas passer ni pour une victime ni pour une héroïne et juste te dire que tu fais ton job. Ça te fait comprendre un panel de situations assez large sur les situations, les vies qui peuvent arriver, les vies de famille, les situations de santé et comme ça. Et du coup, je pense que ça t'apprend à gérer aussi certaines choses de ta vie qui peuvent arriver, tu vois. Par exemple, je sais pas, membre de ta famille qui est malade, tu vas peut-être le prendre plus sereinement ou moins sereinement selon ce que c'est, parce que tu sais quel,
j'ai envie de dire en anglais issues, mais tu vois, issues, euh, il peut arriver, tu vois. Donc, je sais pas. Mais ça change en tellement de choses. Ça te permet de t'accorder de rire de certaines choses que d'autres gens ne riraient pas, franchement. L'humour noir des infirmières est très bien connu. Et je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est que des fois, il y a des choses tellement absurdes ou tellement fortes ou tellement dures que tu as besoin d'en rire pour pouvoir les vivre ou pouvoir aider la personne qui les vit, tu vois. Ça te permet de relativiser et des fois, ça te permet de... ça te fait... ça te rend encore plus anxieux, en fait. Ou anxieuse parce que ben, tu réfléchis... moi, je sais pas, des fois, quand je réfléchis au système de santé suisse, je pourrais ne pas endormir la nuit, tu vois. Parce que je le trouve clairement imparfait. Il y a une pièce qui manque, en fait. Enfin, après, je suis pas calée en politique, mais euh, les assurances maladies sont très, très chères. Ça, on le sait déjà. On offre des soins qui sont quand même excellents, donc tant mieux, hein, heureusement. Mais ce côté... En fait, ce côté où, par exemple, je devrais aller chez le dentiste une fois tous les 6 mois pour me faire un détartrage. Je sais que c'est pas pris en charge par l'assurance maladie et je sais que ça peut coûter, je sais pas combien ça peut coûter, mais cher. Et je ne vais pas y aller parce que je sais que ça coûte ultra cher et que, en fait, je paye déjà peut-être 300 francs par mois mon assurance maladie et je trouve que c'est déjà assez pour que tout soit pris en charge, par exemple ou une partie. Ou pour les femmes, par exemple, les soins gynéco. Genre, c'est peut-être assez intime comme info, mais moi, j'ai dû poser un stérilet cette année ou l'année passée. En tout, ça m'a coûté 1 000 francs, le tout. Donc, ça veut dire que pour ne pas avoir d'enfants, un truc de reproduction, pas de contraception qui devrait être accessible à tous et à toutes, enfin, surtout à toutes, mais à tous aussi, ça serait bien, ben, ça ne l'est pas parce que en fait, il n'y a pas tout le monde qui peut sortir 1 000 francs pour ça, tu vois. Donc, je pense qu'on pourrait, en Suisse, ça devrait être, vu la qualité de vie qu'on a et les richesses qu'on a, ça devrait être normal de rendre les soins beaucoup plus accessibles et mieux rémunérer les soignants de tout type. Hein. Je ne parle pas que des infirmières, mais les aides-soignantes aussi, par exemple. Et les médecins assistants aussi, parce qu'un médecin assistant qui a eu des responsabilités, mais juste gargantuesques, il gagne moins, un médecin assistant gagne moins qu'une infirmière qui commence dans certains hôpitaux. Donc, imagine, alors que les responsabilités sont énormes, tu vois. Et puis, quand tu sais que les assurances maladies ont des réserves juste énormes de fric dont elles ne font rien avec, voire même des fois, elles payent des privés avec ça. Enfin, tu vois, je m'y connais pas super bien, mais je sais qu'il y a certainement pas tout cet argent qui dort tranquillement, tu vois. Ben, ça fait un peu mal, quoi. Parce que tu te dis, cet argent, il pourrait être en partie utilisé pour ben, aider les gens qui n'ont pas accès comme il faut aux soins à avoir accès, etc., tu vois. Ils sont pas très transparents, en fait, sur comment ils utilisent cet argent. Donc là, je sais pas comment c'est pas que l'infirmière qui est concernée. On est tous concernés en tant que citoyens suisses. Toutes les personnes qui payent une assurance maladie est concernées par ce problème. On paye tous des assurances maladie. Je pense qu'il y a énormément de personnes en Suisse qui ne font pas des soins qu'ils devraient faire parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils aient 2500 francs de franchise et que sortir 2500 francs, bah, c'est beaucoup. Tu vois, le salaire minimum en Suisse, en moyenne, je crois que c'est 6000 francs, la moyenne là, du salaire. Mais une infirmière, elle ne gagne pas 6 000 francs, tu vois. Certaines infirmières, elles ne gagnent pas 6 000 francs. Donc, si tu dois payer 2500 balles de frais, c'est énorme, suivant quel problème tu as. Hein. Les problèmes de dos, par exemple. Tu vois, j'ai eu pas mal de problèmes de dos. J'ai dû aller plusieurs fois chez l'ostéo. Ben, mon assurance maladie que j'ai eue cette année m'a fait signer un truc comme quoi il ne prenait pas en charge mes problèmes de dos. T'imagines, mais c'est abusé, genre. J'ai 25 ans. C'est pas comme si j'avais 90 ans et que j'étais polymorbide avec je sais pas combien de... Et encore, et même, enfin, je veux dire, même quelqu'un de polymorbide, il devrait pouvoir avoir accès aux assurances maladie. Mais non, c'est trop cher, ça coûte trop cher ce genre de personnes.
La première vague, on l'a vu venir petit à petit. On n'a pas été submergé, en tout cas là où je travaille. Et finalement, on était très, très anxieux. C'était très fébrile dans l'hôpital. C'était très... oh, on s'attend, tu sais, au fameux... on s'attend au pic. On était là, ah, le pic, c'est cette date. Ah non, le pic, ça sera cette date. On était vraiment fébrile à attendre toujours ce fameux pic qui n'a pas eu finalement parce que la courbe, la fameuse courbe était toujours plus ou moins en dessous des limites de l'hôpital. Donc voilà, donc on était très fébrile, très inquiet parce qu'on ne connaissait pas. Et du coup, on était tout le temps un peu sur le qui-vive. Mais finalement, je pense que c'était encore assez bien géré. Puis après, il y a eu la deuxième vague. Et là, la deuxième vague, honnêtement, je pense que les hôpitaux, ils font vraiment ce qu'ils peuvent. Enfin, honnêtement, moi, j'ai tendance à être un peu contre le gouvernement, puis être un peu en révolution permanente. Mais là, honnêtement, je pense que les hôpitaux, ils s'organisent vraiment comme ils peuvent et qu'ils font du bon job par rapport à ce qu'on a là avec cette deuxième vague. Mais même en faisant du bon job, c'est pas assez. Enfin, on se retrouve des services submergés, des infirmières aides-soignants malades et c'est déroutant. Il faut ouvrir beaucoup de lits de soins intensifs. Pour un lit de soins intensifs, il faut 5 infirmières, normalement diplômées en soins intensifs, mais en tout cas 5 infirmières pour s'en occuper. Quand tu ouvres, il faut les trouver en fait, ces infirmières, et je pense qu'ils ne les trouvent pas. Du coup, ils ferment certains, par exemple, ils peuvent fermer certains services pour que les infirmières aient aidé aux soins intensifs. Mais ça, d'un point de vue moral des troupes, c'est compliqué parce que pour certaines infirmières, c'est un stress énorme quand tu ne travailles pas aux soins intensifs de devoir aller aider là-bas. Parce que, en fait, ça te fait changer complètement ton environnement de travail, tout ce que tu connais. Je pense que on est plus à même de faire des erreurs dans ce contexte-là, même si je dis pas qu'il y en a eu, mais je pense qu'on est plus à même d'en faire. Et en fait, moi, je trouve que de mon point de vue de petite citoyenne infirmière, je pense que la conséquence la plus grosse conséquence, c'est vraiment le moral des troupes, en fait. C'est de se dire, purée, nous, on est en train vraiment littéralement de travailler comme des bâtards, 60 heures par semaine, voire plus, pour soigner la population, mais on ne nous aide pas à ce que les cas diminuent, tu vois. Et je pense que dans certains services, il y a vraiment des situations compliquées qui touchent les équipes. Et puis ça, on peut le faire une fois, 2 fois, peut-être 3. Mais enfin, je veux dire, ce Covid, il n'est pas fini, tu vois. Donc, à quel moment, tu vois, au bout de la 3e, 4e, 5e vague, s'il y en a, à un moment donné, enfin, tu peux plus tenir dans ces conditions, tu vois. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que le gouvernement, il établisse un plan d'action des vagues du Covid, en guillemets, si c'est possible, tu vois, parce que je pense que des vagues, il y en aura encore, en tout cas une. Et du coup, j'aimerais bien qu'il y ait un protocole, tu vois, de dire, voilà, s'il y a une vague, on sort l'argent de ça, on arrête, on confine ces gens-là, mais quand même une sorte de protocole, quoi. Et puis que ce protocole, il soit transparent, que les gens, ils sachent qu'est-ce qui va se passer. Je pense que c'est aussi aider les gens à être plus responsables, de savoir quels sont leurs rôles, en fait, dans cette crise. J'avais lu un article qui disait, mais pourquoi les gens, tu vois, sont autant down, ont autant peur, mais c'est parce qu'en fait, on est toujours face à l'imprévu. Genre, on peut rien prévoir là. Et c'est dur de travailler dans ces conditions, en fait. À chaque fois que tu vas au travail, moi, en tout cas, personnellement, je me demande à quelle sauce je vais être mangée. Et je me demande, est-ce qu'il y aura une malade? Est-ce qu'on pourra la remplacer? Si on ne peut pas la remplacer, je prie pour que le service ne soit pas trop lourd, sauf que je sais que le service est super lourd. J'espère que nos patients restent aient une qualité de soins assez élevée, mais des fois, honnêtement, tu n'y arrives pas. T'espères que... Enfin, ouais. Voilà, t'espères... moi,
franchement, en allant au travail là, j'espère juste qu'on est assez et que ça va pas être trop chaotique. Enfin, dans le sens que je pense, mon analyse, c'est que là, ils peuvent pas tout arrêter parce que ça mettrait trop dans la merde l'économie suisse, même si je pense qu'on pourrait s'en relever. Hein. Et du coup, ben, on espère que cette espèce de semi-confinement, qui n'en est pas vraiment un, va permettre de diminuer les cas. Ce qui est un peu le cas. Hein. Là, maintenant, on a plus 10 000 infections par jour. Mais clairement, c'est pas suffisant encore pour les hôpitaux. Pour moi, bah, je pense que là, je suis pas sûre que ça serait adéquat, mais pour moi, il aurait fallu confiner vraiment comme on a fait en première vague. Donc, arrêter les restos, ce qui a été fait, mais arrêter aussi les magasins. Genre, en quoi c'est utile de laisser les magasins de vêtements ouverts. Enfin, je veux dire, on a des pulls à la maison, tu vois, c'est bon. Mais après, je comprends aussi que pour les caissiers, pour les vendeurs et tout, c'est hyper difficile. Mais on est censé avoir quand même un système de chômage, un système d'aide sociale, un système d'aide relié à la pandémie. Genre, et puis, on paye vraiment énormément d'impôts. Donc, finalement, si on paye autant d'impôts, mais que quand c'est la merde, on peut pas complètement soutenir l'économie, genre, il y a bien un souci quelque part, en fait. Je pense qu'on ne veut pas fermer tout pour pas devoir payer trop. Tu vois, que la Confédération ne doive pas sortir trop de fric pour aider les gens. Moi, c'est ce que je comprends, en tout cas. Et je pense que c'est ce que beaucoup de gens comprennent. Donc, c'est pas normal. Nous, on donne beaucoup pour l'État quand même. Hein. On donne beaucoup pour la Confédération. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait un retour de ces choses. Pour moi, quand on arrive à devoir trier les patients, bah, l'économie, elle passe à la trappe et tu fais un confinement. Et puis, tu vois, tu déclares l'état d'urgence comme en France, quoi, tu vois. C'est en mode alerte rouge, on arrête tout et puis on évite le tri, tu vois. Parce que pour moi, une vie humaine, elle prévaut sur tout. À mort, tu peux plus rien faire. Hein. Le chômage, tu peux faire quelque chose, tu vois. En fait, ils veulent pas être au chômage, ils veulent pas mourir, ils veulent pas de confinement. À un moment donné, il faut choisir, tu vois. Je pense que tant que ça te touche pas, tu vois, tant que c'est pas ton père qui est à l'hôpital et qu'en fait on va trier et dire, maintenant il a peu de chances de survie, donc il rentre pas à l'hôpital et il meurt tout seul chez lui, bah ça te touche pas, c'est clair. Mais en fait, c'est parce que les gens ils réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez, tu vois. On est dans une société individualiste, donc ils vont penser aux conséquences qu'il y a pour eux, ce que je les blâme pas. Mais c'est la société qui veut ça, c'est le système sociétal qui veut ça. Mais là, dans cette crise, je pense qu'il faut réfléchir un petit peu plus loin que le bout de son nez, tu vois. On s'en sortirait un petit peu mieux.